Et avec nous en plateau pour commenter, entre autres, cette déclaration du Premier ministre, Nathalie Oziol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de l'Hérault, LFI NFP. Nous accueillons également Bruno Millienne. Bonsoir. Porte-parole du MoDem. Et Patricia Issa Degourdi. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Éditorialiste politique de la rédaction de France Info. Première question toute simple sur peut-être cette dernière intervention de Michel Barnier en tant que Premier ministre. Il a paru vigoureux, plutôt serein. Ouais, c'était quand même l'intervention de quelqu'un qui vit ses dernières heures en tant que Premier ministre. Pourtant, il a semblé laisser entendre que tout était encore possible, selon lui. C'est de la façade ? Oui, enfin, je crois que là, il y a une motion de censure qui va être votée demain. Ce gouvernement va tomber. C'était... En fait, le temps était compté à partir du moment où la nomination de Michel Barnier allait contre ce qui avait été exprimé le 7 juillet dans les urnes par les Françaises et les Français. Et effectivement, c'est suite à un 49-3, le 24e du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, que cette motion de censure est déposée. Nous en avions déjà déposé, nous, au Nouveau Front Populaire, une en septembre, puisque nous avons toujours considéré ce gouvernement illégitime. Et il a utilisé le 49-3 parce que il n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale pour passer son budget. Voilà. Et ça, c'est un constat, ce sont les faits. La faute à qui aussi ? Parce que on sait bien que cette Assemblée n'a pas réussi à s'entendre sur tant de thèmes. Est-ce que on appelle à la responsabilité du gouvernement, mais à la responsabilité des partis aussi ? Écoutez, nous avions réussi à faire voter non seulement un PLFSS alternatif, mais un PLF alternatif, donc des textes budgétaires alternatifs qui, effectivement, sont radicalement différents de l'orientation austéritaire qui était celle du gouvernement Barnier et d'Emmanuel Macron. Nous avions préféré, par exemple, augmenter les recettes plutôt que diminuer les dépenses. Et ça change absolument toute la vision qu'on peut avoir. C'est-à-dire que c'est la protection des hôpitaux, ce n'est pas le déremboursement des médicaments. Il y a eu encore 1500 fermetures de lits d'hôpitaux cet été, ça suffit, quoi. On sait très bien que les hôpitaux sont à bout de souffle, que les personnels sont à bout de souffle. Il s'agit maintenant d'arrêter et de mettre en œuvre une autre politique. Et nous, au Nouveau Front Populaire, nous avions fait adopter un nombre d'amendements qui permettaient de mettre en place une autre politique. Donc il y avait une démonstration, en fait, que quelque chose d'autre était possible, qu'un autre budget était possible. Et nous allons continuer de défendre ça. Bruno Millienne, la chute de Michel Barnier est inéluctable demain ? Moi, je pense qu'il y a peu de chances qu'ils s'en sortent quand même, pour être tout à fait honnête. Pour une raison simple, un projet sans budget tel que proposé par le NFP, c'est du rêve. Ça parle aux gens, on se dit c'est merveilleux, on vient dans une France merveilleuse, mais la réalité, c'est que leur budget allait faire écrouler économiquement la France, parce que tous ceux à qui vous auriez piqué le pognon qu'ils allaient piquer, de toute façon, allaient se barrer, parce que la finance est mobile. Ça, ils le savent très bien, mais c'est pas grave, ils continuent à faire croire. Donc, un projet sans budget, c'est du rêve, et un budget sans projet, c'est pas possible. Voilà, on en a eu la preuve. Là, c'était flagrant. Alors, je vais pas tout mettre sur le dos de Michel Barnier, parce qu'il est rentré comme Premier ministre dans des conditions catastrophiques, avec 15 jours pour constituer un budget, sans pouvoir réellement parler des axes budgétaires ou même d'un cap. Le cap, il a commencé à le définir, on va être honnête, il y a une dizaine de jours. Est-ce qu'il était le bon candidat, selon vous ? Il a été présenté comme celui qui saurait entendre tous les partis et les réconcilier aussi. C'est vrai, mais c'est pas la même chose d'avoir 4 ans et demi devant vous pour négocier un Brexit, d'accord, où vous avez un temps long pour essayer de trouver les solutions. Donc il y avait des avancées, vous vous souvenez bien, il y avait des avancées, il y avait des reculs. On croyait que ça allait capoter, puis ça repartait, etc. Où là, il se retrouve dans un temps court sur une assemblée qu'il ne reconnaît pas. Ça fait une éternité qu'il n'a pas siégé. Enfin, l'Assemblée est devenue... Il l'a dit aujourd'hui, il était d'accord avec M. Chassaigne que l'Assemblée avait beaucoup changé. Oui, mais l'Assemblée est devenue une immense cour de récréation. Enfin, il y a que des irresponsables dans cette Assemblée. Vous parlez des macronistes ? Non, je parle de vous essentiellement, parce que depuis que vous êtes rentré en 2017, c'est la bordélisation de chaque journée dans l'hémicycle. L'ambiance dans le pays est bonne, par contre. Non, mais je vous dis pas que l'ambiance dans le pays est bonne, mais votre propension à bordéliser en permanence, que ce soit dehors ou dedans, est absolument remarquable. Que ce soit dehors ou dedans, c'est la politique d'Emmanuel Macron que les Françaises et les Français font. Cette constance. Encore des mobilisations aujourd'hui de conducteurs de taxi. Jeudi, des manifestations des fonctionnaires, parce qu'il y a 4600 d'emplois qui ont été promis par le budget de Barnier et Macron. On va commencer sur la genèse. Oui, Emmanuel Macron, je pense qu'il a eu tort de dissoudre l'Assemblée. Voilà, comme beaucoup. Je l'ai dit publiquement, donc j'ai aucun problème. Mais les premiers à avoir trahi les Français, c'est vous.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que qui a gagné lors des élections législatives? Le nouveau Front populaire. Non. Ah bon, non, et qui d'autre? C'est le Front républicain. C'est les gens qui ne voulaient pas du Rassemblement national. Mais ça, vous voulez. Mais non, je réécris pas l'histoire. Je vais vous dire un truc. Si je m'étais pas désisté, Madame la députée, vous auriez un député de moins. Et on peut dire la même chose dans l'autre sens. Républicain, il est allé dans les deux sens. Il est allé dans les deux sens. On est bien d'accord. Socle commun qui a lâché le Front républicain. Quand le dimanche soir, la 7 France juillet, insoumise, on ne discute pas avec eux. Oui, mais quand le dimanche soir, 7 juillet, Jean-Luc Mélenchon dit on a gagné et on appliquera notre programme, rien que notre programme, tout notre programme. C'est pas la victoire du Front républicain qui met en avant, c'est la victoire de son programme qui n'a pas été voté par tous les Français. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. 192 députés. Mais vous êtes ultra. Enfin, on était 250, on était dans la minorité présidentielle. Vous êtes 193, vous ne pouvez même pas avoir. Vous avez essayé de changer les règles du jeu en cours de route. La seule majorité que vous pouvez avoir, mais faites-le à la limite, comme ça les extrêmes se rejoindront jusqu'au bout. Faites alliance avec le RN, ils vont voter pour votre motion de censure. Allez-y, au moins ce sera cohérent. Parce que vous votez tous les deux contre un budget qui est loin d'être parfait. Loin d'être parfait, mais qui va quand même mettre la France dans certaines difficultés. Vous êtes des irresponsables, vous ne voulez qu'une chose, et Marine Le Pen vous rejoint là-dedans, vous ne voulez qu'une chose, la démission du président Emmanuel Macron. On va pouvoir prendre le temps d'évoquer. Mais oui, mais c'est une fiction totale. Bon, j'en reviens donc à Michel Barnier. Oui. C'est pas possible en 2 mois de réussir un truc qui était difficile, qu'il a fait en 4 ans et demi, sans avoir le temps de poser un socle commun qu'aurait pu aller, puisqu'il y avait victoire du Front républicain, et non pas du seul NFP, qui allait pouvoir peut-être entraîner quelques socialistes. Vous dites qu'il aurait eu un petit peu plus de temps, l'Assemblée nationale aurait pu mieux s'entendre. Il n'a pas eu le temps d'organiser, de parler en amont avec tous les partis. Parce qu'il y a plein de choses qui nous séparent. Et on le sait très bien, il y a plein de choses qui me séparent de la LFI, ça ne m'a pas empêché de voter certains de nos amendements, comme ça ne les a pas empêchés de voter certains amendements du MoDem. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut se retrouver, pour l'intérêt général. Maintenant, si vous voulez tous rester dans votre couloir de nage, continuez comme ça. Mais Emmanuel Macron ne démissionnera pas. Ce n'est pas vrai. On parlera aussi du cas d'Emmanuel Macron. Pour en revenir à l'intervention du Premier ministre ce soir, je voulais vous faire écouter quelques réactions, celles d'Arthur Delaporte, d'Adrien Clouet et de Philippe Ballard. À aucun moment, il n'y a de mea culpa. À aucun moment, il n'y a même de principe de responsabilité, puisqu'il a continué à chercher à attiser les haines. Il a cherché, par exemple, à diviser la gauche, à diviser les Françaises et les Français. Il a utilisé, par exemple, un extrait de notre motion de censure sur ce que nous avons dit, de ses compromissions vis-à-vis du Rassemblement national, lui qui a été élu avec le Front républicain, et là, il s'est vautré dans le plus pathétique du pathétique, en essayant de dire que c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait tenu la plume. Je le renvoie, en fait, au courrier qui a été envoyé dimanche dernier par Boris Vallaud, Olivier Faure, Patrick Caner, parce que les termes qu'il a cités viennent en fait de notre courrier. Nous avons écrit cette motion de censure. C'est un pot de départ interminable, mais surtout qui a consisté pour l'ex-premier ministre bientôt à tendre la main à Madame Le Pen. Il n'a fait que ça pendant l'interview. Il a expliqué qu'il comptait sur l'extrême droite pour ne pas le censurer, qu'il était prêt à faire des accords. Il a reconnu les coups de fil nocturnes sur le fond avec Madame Le Pen. Bon, donc on a bien compris qu'il désignait un adversaire, le nouveau Front populaire. En cela, il a raison. Nous sommes en désaccord. En fait, ce qu'on peut retenir, c'est ces éléments de langage au Premier ministre. Il essaye de faire croire qu'il y a une sorte d'alliance entre le Rassemblement national et le nouveau Front populaire. Non, il n'y a aucunement une alliance électorale. On censure tout simplement ce budget qui est néfaste pour la France. L'alliance électorale, elle a eu lieu entre les deux tours, entre le 30 juin et le 7 juillet, entre les macronistes et les mélenchonistes. Ça s'appelait le Front républicain. Et si on en est là aujourd'hui, c'est à cause de ce Front républicain. Patricia Issa de Gandhi, ce qu'on entend là, c'est que voilà, il faut tourner la page, il faut voter ces motions de censure pour avoir un après Barnier. Bon, en tout cas, Michel Barnier n'a pas donné l'impression de vouloir tourner la page ce soir. Hein. Il a toujours parlé au futur, jamais au passé. Il se voit rester. Il a quand même dit qu'il ne se voyait pas être renommé. Renommé. Ce qui est, effectivement, on le rappelle pour nos téléspectateurs, tout à fait possible. Le chef de l'État pourrait renommer Michel Barnier Premier ministre. Oui. Alors Michel Barnier, non mais il veut être l'homme qui fait le travail jusqu'au bout. Ok, il y a 3 mois, il a accepté ce poste très très difficile. Et il a monté un gouvernement. À l'époque, j'avais dit, ce gouvernement, c'est un gouvernement de mercenaires, parce qu'en fait, ils vont aller tous s'abîmer dans ce gouvernement. Ça va durer 3-4 mois. Et puis ça sera terminé. Et bien voilà, on est en train de voir l'épilogue de cette histoire. Sauf qu'ils ont une chance, ce gouvernement, c'est qu'ils ont quand même un chef qui est allé jusqu'au bout se battre, jusqu'à ce soir 20h. Et ça, c'est important quand même de le dire. Il ne s'est pas
planqué et il est resté devant. C'est-à-dire que tant que le match n'est pas terminé, tant que la dernière minute n'est pas jouée, eh bien, il peut encore gagner. C'est ce qu'il se dit et c'est comme ça que je pense qu'il fonctionne. Michel Barnier, il ne lâche pas et ils ont eu de la chance d'avoir finalement un chef qui les emmène jusqu'au bout et qui tente de défendre. Là où je pense qu'il a fait peut-être une erreur ce soir et qu'on a senti très très forte, c'est qu'il disait je respecte tout le monde, le compromis et la discussion. Ce soir, il a beaucoup parlé d'extrême gauche, il n'a jamais dit extrême droite. C'est un peu gênant. Donc du coup, on voit très bien où il a toujours voulu aller et que finalement, quand il était accusé d'être tenu par Marine Le Pen, eh bien c'était pas faux et qu'il essayait tant bien que mal de travailler avec le RN et qu'il a toujours pensé qu'il ne pourrait pas le faire avec le NFP. Et en fait, ils ont essayé au dernier moment avec le PS, mais c'est trop tard. Et de toute façon, le PS, pour l'instant, ne lâchera pas le NFP. Donc, maintenant, il a compris tout ça. Ce soir, c'était une sorte de discours d'au revoir, mais sortir par le haut, vous voyez. C'est-à-dire que demain, il aura tout dit, il aura tout mis sur la table. Les Français ne pourront pas dire qu'il les a pris en traître. Je sais que ça fait un peu éculé comme terme, mais ce soir, il a montré sa grandeur de serviteur de l'État au service de l'intérêt général. Voilà, et il a regretté que les hommes et femmes politiques aujourd'hui ne soient pas dans cette logique-là de travailler et d'agir dans l'intérêt général et supérieur de l'État. Alors il a appelé, effectivement, chacun a sa responsabilité. C'est vrai qu'il l'a dit aussi depuis quelques jours, qu'il prenait sa responsabilité, qu'il en attendait de même de la part des parlementaires. Et d'autres appels se font en ce sens, notamment Gérard Larcher, qui appelle lui au sursaut, vous le voyez, des députés pour dépasser les calculs politiques, les surenchères, les rancœurs et les velléités de revanche. Comme ça, tout le monde est visé. Et si nous faisions preuve d'un vrai sens républicain, Bruno Millienne, vous y croyez encore à ce sens républicain et l'intérêt supérieur pour la nation ? C'est dans l'ADN du MoDem depuis toujours. Nous, on a toujours respecté le résultat des urnes. Sauf que là, il faudrait qu'il vienne d'autres que vous, au-delà du MoDem, pour... Bah oui, Enfin, le problème qui est posé là au président de la République, si d'aventure Michel Barnier est effectivement, et on se dirige vers ça, démis de ses fonctions hier par le Parlement, le problème, c'est qu'il faudrait arriver à trouver quelqu'un qui soit en capacité de parler à tout le monde, quelqu'un ou quelqu'une, et c'est ce qu'on avait dit de Michel Barnier au départ. Oui, on va y arriver. Oui. Quelqu'un ou quelqu'une qui soit en capacité de parler à tout le monde, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Voilà, comme ça je mets tout le monde d'accord. Cette personne sait très bien qu'elle ne pourra pas réaliser un gouvernement de coalition avec l'extrême droite et avec l'extrême gauche, ça c'est clair aussi. Mais pour autant, ces gens-là ont été élus. Qu'on aime ou pas leur programme, qu'on soit d'accord avec leur façon d'agir ou pas, ces gens-là ont été élus par les Français. Donc il faut les respecter aussi et essayer de les entraîner vers quelque chose qui semble être utile au pays. Moi, il y a plein de fois où j'ai regretté le systématisme du vote contre de certains pendant les 7 ans où j'étais député, même quand c'était des avancées sociales, même si elles n'étaient pas à l'égal de ce qu'ils vous auraient voulu. Mais c'était déjà quelque chose. Il faut qu'on sorte de ce schéma absolu. Il faut espérer, alors je ne sais pas dans quel temps, quel va être le timing du président de la République. Apparemment, il veut faire ça assez rapidement. Peut-être que parmi ceux qui ont été cités, aujourd'hui, il y en a qui ont déjà travaillé sur ce sujet de projet, capacité d'écoute, respect des gens, d'un bord à l'autre. Et pas rejeter systématiquement. Non, mais pas rejeter systématiquement. Mais non, mais vous rejetez. Possible entre le gouvernement, ces groupes à l'Assemblée qui défendent la retraite à 64, 65 ans. On a encore vu jeudi dernier une scène, franchement, une journée d'obstruction par le gouvernement. Arrêtez avec ça. C'est du cinéma. Vous n'allez pas. Non, mais vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas revendiquer. Ceux qui veulent la retraite à 64 ou 65 Madame ans. Ozieul, nous voulons abroger la réforme des retraites. Nous avons la légitimité populaire. 70% des Françaises et des Français veulent cette abrogation parce que les gens ne veulent pas travailler jusqu'à la mort. Et vous connaissez totalement... Ne parlez pas tous les deux en même temps, sinon on n'entend ni l'un ni l'autre. Ce qui est clair, c'est que Michel Barnier a choisi à qui il voulait s'adresser ce soir. On le voit faire la danse du ventre auprès de Marine Le Pen, de l'extrême droite, et il est clair. C'est pas ce soir, il a fait des pas vers le Rassemblement national. Mais parce que c'était les seuls pas possibles. Pour éviter ce vote RN de la motion de censure qui sera présentée par la gauche demain. Ouais. Et si le gouvernement a pu présenter pendant quasiment 3 mois son budget de la plus grande austérité que la France n'ait jamais connue, c'est parce que le
Rassemblement national n'a pas voté la première motion de censure. Ils ont autorisé qu'on en soit là aujourd'hui. Et ils ont fait preuve de responsabilité, contrairement à vous. À des jours de... c'est vos paroles, hein, vous trouvez l'ORN responsable. Oui, c'est bien. Plus que vous, en l'occurrence, là. En attendant, que vous le vouliez ou non, 192 députés du Nouveau Front Populaire, ça fait une victoire. Voilà. Et donc, au 7 juillet, c'est le Nouveau Front Populaire qui avait gagné ces élections. Non, c'est le Front républicain, encore une fois. Il y a un responsable au fait que le résultat des élections du 7 juillet n'a pas été respecté, que le gouvernement qui a été formé est représenté par la personne qui vient d'un parti qui a fait même pas 6% à ces élections législatives et qui s'obstine dans une ligne austéritaire malgré le fait que les Françaises et les Français ont dit qu'ils ne voulaient pas de ça le 7 juillet. Est-ce que beaucoup de Français, effectivement, n'ont pas compris, de quelque bord qu'ils soient d'ailleurs, au lendemain de ces législatives, enfin au moment de la nomination démocratique. Oui, mais parce que, encore une fois, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, et c'est sans aucune animosité. Je suis pas sûr que si j'avais été de votre côté, j'aurais pas réagi de la même façon. Donc, pour être clair. Mais c'est pas une question de posture. Mais si, c'est un peu une posture quand même. Moi, quand je me présente, je défends un programme. Laissez-moi terminer. Quand des députés, hommes et femmes, sont élus, qu'ils soient macronistes ou qu'ils soient LFistes, sont élus grâce à des voix d'opposants à eux, le minimum, c'est que ces deux-là, ces deux camps qui peuvent être irréconciliables, essayent de s'entendre sur un projet commun. Ce que vous n'avez jamais voulu faire. Nous sommes en désaccord politique. C'était clair dès le 7 juillet. Donc, vous avez trahi... Même depuis 2017. Vous avez trahi les Français sur ce point. Le Front républicain, c'était pas le Front républicain. C'était vous qui revendiquez le Front républicain. C'est comme ça que ça a été présenté par tout le monde, même par vous. Nous avons dit, d'abord, nous voulons combattre le Rassemblement national. Ça, c'était un des aspects. Donc, je suis désolé. Nous ne nous sommes jamais cachés du fait que nous défendions un programme. Alors là, franchement, nous l'avons mis sur la table. Nous avions dit que c'était la garantie, au mandat pour lequel nous avions été élus. Si votre et que vous le vouliez ou non, les gens ont aussi voté pour ce programme-là. Ils votent contre votre réforme des retraites aussi. Oui, je vais revenir, si vous voulez, sur la réforme des retraites. Si votre programme était à ce point plébiscité par les Français, Monsieur Mélenchon, Monsieur Faure, toute la clique ne serait pas au fin fond des classements des personnalités préférées des Français. À gauche, qui est en tête? Alors je crois à gauche, qui est en tête pour les Français? Ah bah oui, ça c'est sûr. Vous savez, la totalité donnait le RN gagnant aux élections législatives, par exemple. Le RN n'a pas gagné parce qu'on a fait Front républicain, uniquement. Si on l'avait pas fait, c'est clair que le RN aurait gagné. Qui est en tête pour la gauche? À la place. Qui est en tête pour la gauche? C'est pas Jean-Luc Mélenchon, hein. C'est pas Olivier Faure, c'est pas Marine Tondelier. En tout cas. Non, mais sérieusement, répondre à la question, je suis même pas sûr que vous sachiez. Mais c'est Raphaël Glucksmann. Vous essayez un petit peu. Je vois bien que vous essayez de faire diversion de une réalité pour sortir d'une difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Il y a la réalité. Nous, on a perdu, on accepte la défaite. J'appelle à vos partis aussi. Peu importe ce qui se passe demain. Enfin, on sait ce qui va se passer demain. Et pour la suite, il va bien falloir trouver un terrain d'entente et chacun devra faire un pas vers les autres si on veut pouvoir mettre en place un gouvernement pour tenir, un gouvernement, j'entends, non censurable, pour tenir jusqu'à au moins l'été prochain. Il va falloir faire des compromis. Chacun ne peut pas camper sur ses positions, sinon on va faire une multitude de gouvernements qui tomberont tous les uns après les autres parce que les motions de censure vont se multiplier et on n'y arrivera jamais. On a deux, et c'est la grande crainte de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, on a deux partis de gouvernement, d'anciens gouvernements, qui vont peut-être se réveiller. Peut-être que le PS va enfin se détacher du rocher LFI. Pour redevenir un petit peu plus fréquentable. Voilà. Tout ça, c'est et ça, Jean-Luc Mélenchon en a peur. C'est pour ça qu'il veut absolument la démission du président de la République. Une expression qui a été une nouvelle fois employée aujourd'hui par Emmanuel Macron lui-même, parce que pendant ce temps-là, le chef de l'État poursuit sa visite en Arabie Saoudite. Toutefois, 2 séquences ont été annulées aujourd'hui. On ne sait pas si ça est en raison de la situation politique en France. Il n'empêche, le chef de l'État, depuis Riyad, a fini par se confier aux journalistes qui l'accompagnaient sur justement ce qui se passe en France. Christelle Méral, reporter et journaliste à la rédaction de France Télévisions et de France Info, fait partie de ceux qui ont reçu les confidences du président. Écoutez. Emmanuel Macron l'a dit et répété devant plusieurs journalistes ce soir, il ne croit pas au vote d'une motion de censure. Je ne peux pas croire, a-t-il dit, que le Rassemblement national vote une motion de censure qui, dans ses motivations, insulte ses électeurs ou bien ce serait d'un cynisme insoutenable. Le chef de l'État qui ne croit pas non plus que des députés socialistes puissent voter avec les deux extrêmes ou bien ce serait, je cite, une perte de repère complète du Parti socialiste.
socialiste, le chef de l'État qui affirme faire confiance en la cohérence des gens. Quant aux appels à sa démission, Emmanuel Macron les a rejetés en bloc. C'est de la politique fiction, a-t-il martelé, rappelant qu'il a été élu 2 fois par le peuple français. Et oui, c'est la vraie vérité des urnes. Oui, quand même sur ces propos, comment vous les accueillez, ces propos? Emmanuel Macron ne veut pas croire au vote de l'Assemblée. C'est de la politique fiction, cette histoire de démission. C'est pas une question de croyance. On sait que ce gouvernement va tomber. D'ailleurs, 60% des électeurs et des électrices du RN demandent la censure du gouvernement Barnier également. Par ailleurs, nous disons, bon, d'abord, on voit bien l'échec qu'a été le gouvernement Barnier, c'était couru d'avance. Nous, à la France Insoumise en particulier, nous continuons de dire que seul un gouvernement du nouveau Front populaire est légitime à gouverner dans ce pays. Et nous disons que, de toute façon, il y a un responsable à cette situation chaotique dans le pays. Non, mais la mésentente au sein du nouveau Front populaire n'est pas due à Emmanuel Macron. Il faut poser la question aux autres. Nous avons toujours défendu c'est-à-dire au Parti socialiste. Ceux qui ont changé de position, oui, par exemple. Ceux qui ont changé de position, nous n'avons pas changé de position. Nous ça, c'est clair. Que Lucie Castet était notre candidate. Par ailleurs, vous l'avez pas présenté en un responsable à cette situation. Nous sommes je ne veux pas, en fait, que ce moment soit anodin. Nous sommes dans une crise de régime sans précédent. Faire tomber un gouvernement est tout sauf un fait politique ordinaire. Et celui qui nous a amenés à cette situation, c'est Emmanuel Macron. C'est pour ça que nous appelons soit à sa destitution, soit à sa démission. Est-ce qu'on fait tomber ce gouvernement nous ne sommes pas les seuls, parce qu'on est contre ce projet de budget ou parce qu'on veut faire tomber Emmanuel Macron? Pardon ? Est-ce on veut faire tomber le gouvernement Barnier parce qu'on refuse de voter son budget ou parce que derrière on vise surtout la démission d'Emmanuel Macron? Ce budget n'est pas satisfaisant. Demain, ce qui se joue à l'Assemblée nationale, c'est pas la démission d'Emmanuel Macron. Nous sommes arrivés à un point où, on l'a dit, on a 3 blocs à l'Assemblée nationale. Moi, je crois que le gouvernement le plus légitime est un gouvernement du nouveau Front populaire. Cela n'enlève pas le fait qu'on a une personne obstinée à la tête de l'État qui refuse les élections, le résultat d'une élection qu'il a lui-même convoquée, elle devait absolument se dérouler très rapidement dans les plus courts délais, et à la fin le résultat ne lui convient pas, et 6 mois plus tard on se retrouve à nouveau embourbé. Donc il doit partir. Nous ne sommes pas les seuls à la France Insoumise à demander son départ. Charles de Courson l'a fait. Monsieur Lisnard, président de l'Association des maires de France, pointe du doigt Emmanuel Macron comme responsable de le cette situation. spectre politique dans son ensemble a entendu des voix s'exprimer pour une démission. On verra. C'est pas juste une question de ce que Monsieur Emmanuel Macron croit ou pas. Son départ maintenant est une nécessité pour le bien du pays. Patricia Segretti, c'est ce qui joue vraiment On parle beaucoup de miracles, de croyances. Oui. Ils ne savent plus à quel sein se vouer finalement. Parce qu'une démission d'Emmanuel Macron, elle ne survient pas comme ça dans un claquement de doigts. Mais par contre, elle arrangerait pas mal de monde. Elle arrangerait notamment et le NFP et le RN, parce que Marine Le Pen aussi a tout intérêt. Et la France Insoumise plus que le NFP. Elle a tout intérêt à tout faire sauter, Marine Le Pen. D'ailleurs, tout s'est accéléré après les réquisitions. Donc, elle a tout intérêt à procès faire des assistants parlementaires. C'est là qu'il y a eu un point de bascule, que finalement Michel Barnier a été mis en danger tout de suite. Et il l'avait dit, à Matignon, ils avaient dit, le pire serait que la réquisition soit très très dure et que du coup ça lui fasse péter les plombs. Pour être clair, le ton de Marine Le Pen a changé après ces réquisitions qui la menacent d'une inéligibilité. Voilà. On comprend que Marine Le Pen aurait intérêt à ce qu'Emmanuel Macron ne soit plus président pour pouvoir se présenter. D'accord. Et de mettre la pression aussi quelque part, parce que ce qu'elle se dit, c'est qu'elle se dit qu'en faisant comme ça, elle met quand même la pression sur le judiciaire malgré tout. Quoi qu'il arrive, même si on dit que les deux sont séparés, c'est une manière pour elle de peser dans la décision qui arrive le 31 janvier, quoi qu'il arrive. Et de 31 mars, pardon, et de dire je suis là et vous allez encore compter avec moi parce que je peux encore faire beaucoup de mal. Et donc là, les masques tombent, parce que c'est effectivement ça pour Marine Le Pen. Sa seule planche de salut, c'est effectivement d'influer sur la décision du juge qui sera rendue le 31 mars, et donc de ne pas avoir cette exécution provisoire qui la rendrait inéligible immédiatement, et donc de rentrer dans une campagne électorale qui fera que le juge ne prononcera pas ça. Voilà. Si on rentre dans une campagne présidentielle, il est sûr que le juge n'ira pas prononcer l'exécution provisoire. Donc c'est sa seule chance de salut politique, c'est ça. Et c'est pour ça qu'elle a changé de cap complètement. C'est fini, hein. Le costard-cravate, le côté raisonnable, on est constructif, on vote des amendements quand on voit que ça va bien chez nous, etc. Ça, c'est terminé. C'est fini, c'est enterré. D'ailleurs, il y a un certain nombre de députés
RN qui vont avoir beaucoup de mal à expliquer ça dans leur circonscription. Ça, c'est une chose. Et de l'autre côté... Michel Barnier, d'ailleurs, renvoie le RN en disant il va falloir maintenant, s'ils votent la censure demain, il va falloir qu'ils aillent l'expliquer dans les circonscriptions, il va falloir qu'ils aillent expliquer aux 10 millions de Français qui vont avoir leurs impôts augmentés, bien que c'est parce qu'ils ont voté la censure et que donc on n'a pas pu passer le budget. Il va falloir qu'ils aillent expliquer aux agriculteurs, ceux qui sont dans des circos agricoles, que finalement, eh bien, les mesures promises, les mesures ça marchera pas. Il n'y aura pas la hausse de la retraite sur l'indexation de l'inflation. Voilà. Donc c'est important tout ça. Il va y avoir des répercussions immédiates, quasi immédiates en janvier. Voilà. Donc les gens, ils vont regarder leur porte-monnaie et ils vont se dire, et de l'autre côté, Marine Le Pen, elle a pensé qu'à elle. Il avait raison, Michel Barnier. Le NFP, ils sont restés dans leur posture, voilà. Non, mais il y a aussi une raison de l'autre côté. De l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon a pris la parole pour dire deux choses. Vous êtes fort quand même à la France Insoumise, je suis obligé de reconnaître. Pour dire deux choses. Un, on est d'accord pour avoir un candidat commun, etc. Mais en filigrane, c'est le candidat commun, ça peut être que moi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il appelle à la destitution du président. Pourquoi ? Parce qu'il sent aussi qu'il commence à y avoir énormément de résistance au sein du Parti socialiste. Et tant mieux, parce que les outrances répétées de la France insoumise il commence à y avoir beaucoup de divisions chez les macronistes. Mais peut-être. Parlez de moi je parle de vous. Non, moi j'ai pas besoin qu'on parle de nous. Les outrances de la France insoumise répétées de plus en plus et de plus en plus violentes au cours des derniers mois commencent à fissurer très sérieusement le nouveau Front populaire. Et il y a enfin des socialistes qui se disent on peut pas continuer comme ça. Donc, pour éviter cette fission, et ben voilà, Jean-Luc Mélenchon reprend encore... Ils se disent, on peut pas continuer comme ça, il faut qu'on trouve la porte de sortie, mais pour l'instant, la porte de sortie, ils ne l'ont pas. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de sortie, ils ne vont pas se désarrimer de LFI. Dernier point, je pense... C'est là que Jean-Luc Mélenchon est quand même très fort, et ça reste un homme politique. Et une des raisons qui pèse encore il n'est même pas élu... Il pèse encore énormément, donc ça veut dire quand même que, bien sûr, il va se présenter à la présidentielle, j'imagine, mais surtout qu'il empêche le Parti socialiste de se désarimer, de prendre sa liberté. Et d'autant plus que la motion de censure, si le gouvernement Barnier est censuré, ça risque d'arriver demain très, très probablement, ça ouvre une porte qui était pour l'instant fermée, d'une nouvelle dissolution au mois de juillet. Donc, il emprisonne un peu plus en faisant ça, Jean-Luc Mélenchon, ses alliés qui sont victimes du syndrome de Stockholm. Je suis désolé, ils adorent leurs mots. Sauf s'ils arrivent à s'entendre avec Emmanuel Macron sur une promesse de non-dissolution. Voilà, je ne dissous pas l'Assemblée. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous êtes libérés. Et on peut travailler ensemble. Quelle opposition accorde encore beaucoup de crédit à la parole du chef de l'État vu la situation Déjà, oui, je pense que maintenant, qui prendrait ce risque? La politique, c'est une question de confiance. C'est vrai. C'est clair que je ne pense pas que c'est enviable maintenant de gouverner avec Emmanuel Macron, pour Emmanuel Macron. Voilà le résultat où nous en sommes aujourd'hui. J'aimerais juste revenir, je voudrais pas laisser croire que, parce que c'est une petite musique que les macronistes essaient de diffuser, l'idée que si ce budget est censuré, alors ça va être la catastrophe. Le chaos, la tempête. Il va y avoir, tout le monde va le payer, le président a dit que non ce soir. Il a dit non. Il a aussi dit qu'il ne fallait pas faire peur aux Français en agitant de toute façon, en fait, il y a toujours un budget minimal qui s'applique. Les fonctionnaires vont être payés. Encore heureux. Par contre, ce que nous essayons, nous, d'éviter en rejetant ce budget, c'est par exemple la suppression de 4000 postes d'enseignantes et d'enseignants. C'est par exemple qu'il y ait un déremboursement de certains médicaments. C'est les 5,5 milliards d'euros de coupes budgétaires rien que sur la santé, etc., etc. C'est les 8%, on parlait d'agriculture, les 8% de baisse du budget de l'agriculture. Donc en fait, rejeter ce budget, c'est une question d'intérêt général. Ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt général. Si, nous l'avions financé. Non, c'est financé en piquant du fric à des gens que vous n'aimez pas. C'est pas parce que les financements ne vous conviennent pas mais non, mais en piquant du fric à des gens que vous n'aimez pas et qui produisent de l'emploi et de la richesse. Ça s'appelle la solidarité nationale. Oui, ils vont tous se barrer, c'est pour les Françaises et les Français. Donc ça fait longtemps que je dis, votre programme c'est one shot. Non, c'est fait sur une année et après c'est fini. Rien n'est adopté, mais c'est vrai qu'il y aurait des conséquences. On parle de 380 000 foyers qui vont entrer dans l'impôt. Oui, mais non, il ne faut pas les inquiéter avec ça. Ou d'autres qui vont voir leurs impôts ça, je suis pas d'accord. Non, mais on parlait de l'indexation. Non, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on dise ça. Je vais dire pourquoi. Que ce soit avec le prélèvement à la source, ou que ce soit avec l'ancien... Vous allez nous dire qu'on leur rendra plus tard. Mais même avec l'ancien mode de prélèvement des impôts, en fait, vos impôts sont réévalués une fois que vous avez fait votre déclaration d'impôt qui est au mois de juin. Oui. Donc, si vous deviez payer plus d'impôts, vous ne les paieriez pas avant
le mois de septembre ou d'octobre. Ouais. Donc faut arrêter. Au 1er janvier, les gens auront le même prélèvement. Faut pas dire des choses qui se... Non, on sait que les agriculteurs, par exemple, avaient des mesures... Mais il y aura un budget qui sera... Mais il y a un budget qui sera passé. Enfin, il y a un moment, il y a des gens... Je ne crois pas à l'irresponsabilité totale de l'Assemblée. Pour avoir un Premier ministre, il a mis du temps pour former son gouvernement. Il a mis 15 jours pour faire un budget. Je ne vois même pas la France insoumise. Alors là, s'ils font ça, là, ils vont m'entendre. Je ne vois même pas la France insoumise ne pas voter. Oui, c'est vrai, on m'entend déjà. Ne pas voter le fait que justement on fasse l'indexation sur les impôts. Enfin, ils vont porter la responsabilité. On parlera politique juste après. On évoque nos conséquences économiques, puisque c'est de ça dont je voulais vous parler, parce qu'on parle aussi des conséquences sur le monde de l'entreprise. Quelles conséquences si le gouvernement Barnier était renversé demain? Les organisations patronales se disent inquiètes. Elles assurent qu'une censure du gouvernement ne ferait qu'accroître leurs difficultés. On voit ça avec Julien Bigard. J'ai commencé. Dans son entreprise de composants pour l'industrie, Nicolas Martin était sûr de recruter un salarié supplémentaire. Mais ça, c'était avant la crise politique qui secoue désormais notre pays. On a trouvé une personne qui, au niveau, je dirais, dynamisme, comportement, est très bien. Et donc, du coup, on s'est posé la question de qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce qu'on remet en cause l'embauche? Est-ce qu'on y va quand même? Des recrutements et des investissements dans les machines qui risquent d'être mis sur pause. Car le patron de 22 salariés ne sait pas qui dirigera le pays ces prochains jours. Va-t-il payer plus de taxes ou au contraire moins de cotisations patronales? Une incertitude insupportable. Au gré des élections et au gré des politiques, on remet tout en cause tout le temps. Et ça pour un industriel, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on ne sait pas dans quelle direction on peut se figer à long terme, quoi. Nous, on a besoin de certitude. On a besoin d'avoir une vision. Bah oui, quand on investit dans une machine, c'est pas pour remettre en cause cet investissement 3 mois après. C'est pas possible. Si le gouvernement tombe, de nombreux secteurs risquent de trébucher. La construction, par exemple, en souffrance, venait d'obtenir un prêt à taux zéro pour les maisons individuelles. Projet abandonné en cas de censure. C'était un véritable ballon d'oxygène. Nos adhérents, effectivement, depuis le mois d'octobre, commençaient à dire, bon, ben ça y est, il y a un signal politique très fort, on va nous aider et surtout, on va reconstruire, effectivement, tout ce qu'on a perdu depuis des mois maintenant. Inquiétude aussi chez les agriculteurs. Eux avaient âprement négocié pendant des mois une réduction des contrôles et une simplification des normes. Il faudra peut-être tout recommencer à zéro. Un revers de main selon certaines personnes, tout le travail qui a été fait pour l'agriculture peut être perdu. On est complètement démunis. Les commerces aussi, indirectement touchés, car les Français risquent de freiner leurs dépenses plaisir. En cas d'incertitude sur l'avenir, la cigale devient fourmi. Les Français ont besoin aussi d'avoir un éclairage sur la politique économique qui va être menée. Et tant qu'il n'y aura pas cet éclairage-là, eh bien, il y aura vraisemblablement une préférence pour se constituer une épargne. Et si au final les gagnants étaient les grandes entreprises les plus riches, celles qui réalisent plus d'1 milliard d'euros de bénéfices, devaient être surtaxées par le gouvernement. Si le Premier ministre tombe, le projet est abandonné. Alors voilà, on dit qu'on ne veut pas inquiéter les Français. Il n'empêche, on sait que la situation de nombreux secteurs était déjà délicate et que la chute du gouvernement Barnier les inquiète encore un petit peu plus. Dans le quotidien de certains Français, les retraités, on a parlé des impôts, etc., ça n'arrivera pas. D'accord ? Il n'y a pas de souci. Les agriculteurs, il y a des mesures qu'on leur avait promises qui vont être retardées, c'est un fait. Ça, on peut pas. Du budget de 8% pour l'agriculture. Non, mais c'est pas ça, c'est pas le budget. Arrêtez de parler d'argent tout le temps. Il y avait aussi le budget. Non, mais il y avait aussi des solutions de simplification, pouvoir d'achat réduit, l'électricité qui devait baisser, qui va pas baisser. Enfin, tout ça, c'est arrêté demain. Vous pouvez pas le nier, même si ça peut être corrigé. Mettez-vous à la place de ceux qui attendaient ça. Pour eux. Alors si je peux le nier, oui. Ah bah oui, mais vous le niez, mais vous êtes dans l'irréalisme total au niveau budgétaire. Et puis les entrepreneurs, moi, je suis un peu entrepreneur maintenant, mais je suis à la CPME, mais à la CPME, tout le monde attend. Personne ne fait plus rien. Personne ne veut de votre programme, je vous le dis. Chez les entrepreneurs. Sachez-le quand même. Nathalie Oziol, qu'est-ce que vous répondez à ce secteur de l'entreprise? Voilà. C'est les entreprises et c'est quand même la CPME qui se sentent abandonnées et qui voient l'avenir s'assombrir. Et une partie du MEDEF, c'est 90% de l'économie française. Ils ne veulent pas de votre programme. D'accord. Bah oui. D'abord, on peut rappeler que là, la motion de censure a été portée après le 49.3 sur le PLFSS, donc sur le budget de la sécurité sociale. Donc ça veut dire que c'est cette partie-là que nous rejetons. Ce qui ne veut pas dire nous rejetons également le PLF, mais juste déjà pour qu'on parle bien des choses. Vous avez pu vous contenter d'une motion de rejet. Vous faites tomber le gouvernement.
Pardon ? Le résultat est le même, c'est tout le budget qui tombe. La motion de rejet, c'était la solution. La motion de rejet, elle n'a pas été faite. Ne pas être embarqué dans si le gouvernement tombe, effectivement, ça remet en question tout le reste. Et effectivement, oui, nous sommes en radical désaccord avec les orientations budgétaires du gouvernement. Comment vous redonnez confiance aux chefs d'entreprise qui sont responsables de la crise dans laquelle on est. Comment vous redonnez confiance aux chefs d'entreprise et à leurs salariés qui s'inquiètent? Alors, il y a entreprises et entreprises. Nous avons toujours voulu mettre à contribution les plus grandes entreprises qui, par exemple, se sont enrichies pendant la crise du Covid. Et donc, c'est d'ailleurs le MoDem qui avait proposé mais les super dividendes, j'ai pas de problème. Moi. Et après, vous aviez fait marche arrière là-dessus. Donc, c'est quelque chose que nous portons depuis, dans notre programme et depuis longtemps. Là, le gouvernement Barnier tombe, ça tombe. Ce dont les TPE, PME souffrent, c'est notamment l'augmentation du prix de l'énergie, de l'électricité. Or, le budget du gouvernement prévoyait une augmentation des taxes sur l'électricité, ce que nous, évidemment, nous voulons supprimer. Parce que ça suffit de demander toujours au même. Tout le monde connaît des boulangeries qui ont fermé. Tout le monde connaît des boulangeries qui ont fermé dans son quartier, dans sa ville, etc. Ça suffit. Comment vous voulez faire fonctionner l'économie si vous augmentez l'électricité ? Je veux dire, là, c'est vous qui êtes face à une contradiction. Non, mais ce n'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, parce que même si Michel Barnier n'était pas revenu sur la hausse de la taxe, qui dépassait du coup la taxe qu'on avait en 2019. Attention, parce qu'il y a beaucoup de Français là qui vous écoutent, vont pas comprendre. Non, mais la taxe sur l'électricité qui voulait être augmentée au-delà de ce qu'on payait en 2019, d'accord ? Il est redescendu à ce qui était en 2019, mais même s'il n'avait pas fait ça, même avec une taxe au plus haut, ce qui était prévu dans le budget initial, l'électricité, pour ceux qui étaient au tarif régulé, baissait de 9%. C'était 80% des Français entreprises comprises. Plus petite augmentation, ça reste une augmentation. Oui, mais on est d'accord. C'est pour ça que cette mesure-là, qu'il l'ait enlevée. Moi, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, c'est 14% des Français, entreprises comprises, qui vont voir 14%, n'importe quoi. Ça va baisser. C'est 80% des Français qui vont voir leur facture d'électricité, entreprise et citoyens baisser de 14%. Si, c'est les chiffres. Vous pouvez pas les contester et ça, vous venez de l'annuler. Donc on revient avec, effectivement, un coût de l'électricité plus cher que si on avait adopté le budget. Vous êtes tout le temps en contradiction. L'énergie, elle augmente à cause de qui ? Concernant la désindexation des retraites, il s'est montré têtu ou pas borné. Nous, on n'aurait pas fait ça. Nous, on n'aurait pas fait ça. Je vous dis franchement, moi, je me suis fait engueuler d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais nous, je pense qu'on n'aurait pas fait ça. On aurait maintenu l'indexation des retraites sur un certain nombre de salaires. Après, il est toujours difficile de trouver un seuil, d'accord ? Mais moi, qui suis à la retraite, même si je suis entrepreneur, je suis au-dessus du seuil. Et franchement, vu l'augmentation que j'ai pris en 2024, vu les 5% un peu plus que tout le monde a pris en 2024, sur une année, ne pas être augmenté, ça me gênait pas. Ça me gênait pour les plus basses retraites, donc c'est pour ça qu'il fallait trouver un seuil. Donc j'aurais maintenu l'indexation sur les petites retraites jusqu'à un certain seuil, à définir, à travailler d'ailleurs avec tout le monde, et au-delà, oui, tout le monde aurait pu faire l'effort de ne pas prendre ces 1,9% d'augmentation. Alors du coup, quelle est la faute originelle de Michel Barnier ? Que paie Michel Barnier ? Que va-t-il payer demain ? Mais je pense que malheureusement, il n'y a pas eu suffisamment de temps et suffisamment de possibilités de mettre tout le monde autour de la table pour essayer de sortir des choses à peu près réalistes. On savait bien que ce budget, il ne pouvait pas être parfait. Il n'y a pas de budget parfait. Le vôtre n'est pas parfait. Celui du Rassemblement national est loin d'être parfait. C'est pas le nôtre qui est mis en place en attendant. Le nôtre n'est pas parfait. Non, mais vous vous en glorifiez comme si c'était l'alpha et l'oméga et la réussite du pays. C'est la ruine du pays et vous le savez très bien. Le nôtre n'était pas parfait, mais il y avait possibilité de l'amender. Il a trop tardé. Michel Barnier pour faire ces changements. Non, mais on ne parle pas de quelque chose qui s'est décidé là dans les derniers jours. Vers l'avenir et vers déjà demain, donc 2 motions de censure qui seront examinées à partir de 16h. L'une proposée par la gauche, l'autre par le RN, examinées l'une après l'autre. Et il y a 2 votes, la première puis la deuxième, même si la première a de fortes chances d'être adoptée. Qui pour remplacer Emmanuel Macron ? Michel Barnier déjà dans un premier temps. Quel lapsus. On nous dit qu'il pense à des noms selon son entourage. Il vaudrait une nouvelle nomination rapide. On parle du début de semaine prochaine au plus tard, car il faut calmer les marchés financiers, accessoirement faire tourner un pays et voter un nouveau budget. Alors qui pour succéder à Michel Barnier ? Tour d'horizon des quelques noms qui circulent, signé Jeff Wittenberg. Le seul plan B d'Emmanuel Macron pour l'instant, en tout cas officiellement, c'est le plan Barnier. En visite d'État en Arabie Saoudite, le chef de l'État ne veut pas croire à la censure.
Pourtant, demain, il aura peut-être un choix à faire. Et si lui n'en dit rien, les entourages ont bien quelques noms en tête. Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau, François Bayrou et une question qui se pose toujours pour Bernard Cazeneuve. L'actuel ministre des Armées, donc, il est l'un des rares survivants des précédents gouvernements. Sébastien Lecornu, au fil du temps, est devenu, lui qui vient de la droite, un pilier du macronisme plutôt apprécié dans son camp, plus en tout cas que Michel Barnier. Lecornu dit une conseillère 2 fois plus jeune, 2 fois plus aimable, mais pas 2 fois plus de députés. Alors, Bruno Retailleau pourrait-il, lui, rallier des voix venues d'ailleurs, c'est-à-dire du RN, lui qui a fait du durcissement de la politique d'immigration sa priorité? Sa nomination serait un spectaculaire tournant à droite du quinquennat. Exactement l'inverse de ce qu'incarnerait François Bayrou à Matignon. À l'Assemblée nationale, ses partisans rêvent déjà. François Bayrou, c'est un peu le portrait robot de personnalité capable de rassembler les Français à gauche, à droite, et de proposer une vision pour le pays. L'oiseau rare, à vrai dire, bien peu de députés y croient. Moi, je voudrais quelqu'un qui soit pour l'intérêt de la France, comme l'était Michel Barnier. Mais ça ne marchera pas non plus, de toute façon. Personne ne veut plus de rien. On est dans la posture aujourd'hui. À gauche, il y a bien l'hypothèse Bernard Cazeneuve qui refait surface. Mais les raisons qui ont conduit Emmanuel Macron à l'écarter cet été n'ont pas vraiment changé. Seule chose à peu près sûre, le président ne tardera pas autant cette fois-ci pour désigner un Premier ministre. Aujourd'hui, il n'y a plus de trêve olympique, il n'y a même plus de trêve du tout. Voilà, Emmanuel Macron ne tardera pas parce qu'il n'a plus le choix, Nathalie Odiol. Oui, mais alors je ne veux pas qu'on saute comme ça par-dessus ce qui va se passer demain et qui est quand même, c'est un fait politique majeur. Encore une fois, si un gouvernement ne me dites pas que vous doutez que la motion de la gauche ne soit pas adoptée. Non, mais bien sûr. Non, mais c'est ça dont je parle et c'est ça que je dis. En fait, la motion de censure déposée par le nouveau Front populaire demain va être adoptée et un gouvernement donc, Michel Barnier va quitter le gouvernement. Oui. Et son donc, gouvernement il faudra quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Qui pour remplacer Michel Barnier? Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, on peut pas sauter comme ça en partant directement dans une course de petits chevaux, comme si en fait c'était anecdotique ce qui allait se passer demain. D'ailleurs, bon, quand je vois là le casting qui est proposé, il y en a déjà 5 sur 6 qui sont issus des forces politiques macronistes et de droite qui vont en fait être rejetés, qui censurés vont être demain. Voilà, censurés exactement demain. Donc on peut pas comme ça continuer comme si de rien n'était. Et c'est pour ça d'ailleurs que je répète. En fait, on a déjà perdu du temps pendant des semaines avec ce que vous avez dit, la trêve olympique, puis ensuite un gouvernement qui s'est empêtré pendant des mois dans un budget qui à la fin est rejeté et qui va être censuré. En fait, ça suffit. Emmanuel Macron doit partir. Là, c'est vous qui sautez une étape. Pardon, mais oui, vous allez un peu plus vite. Non, Emmanuel Macron, c'est les. mais la destitution, ça nous l'apportons depuis le mois de septembre. Peut-être d'après, mais surtout qui reste très hypothétique parce que soumise à plusieurs si, elle n'intervient pas comme ça. Il n'y a pas que la France insoumise qui en parle. Le fait que Emmanuel Macron est responsable de cette situation. Et d'ailleurs, moi, je réponds aussi à la presse internationale qui est sidérée de ce qui se passe. Est-ce que vous êtes en train de dire que peu importe le Premier ministre, tant qu'Emmanuel Macron ne démissionne pas, pour vous, la situation est inchangée? Non, mais moi j'ai dit que nous n'avons pas changé d'option sur le fait qu'il faut un gouvernement du nouveau Front populaire. C'est ce que nous portons depuis le début. Nous sommes dans la logique non seulement institutionnelle, démocratique et politique. Avec Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre? Non, c'était pas notre option. C'est pas ce que nous avons porté. Avec Lucie Castet. Lucie Castet était notre candidate, mais je veux dire, dans quelle autre solution, quand il y a un résultat issu des urnes, que de respecter le choix démocratique du peuple. Oui. Et encore une fois, ici, la solution, elle ne peut venir que d'une option démocratique, faire retourner les Françaises et les Français aux urnes. En quoi serait-ce un problème? Je crois au contraire que c'est la solution, que les gens en ont assez d'Emmanuel Macron et qu'il doit partir et qu'il faut maintenant un nouveau chef de l'État. L'un des proches d'Emmanuel Macron a dit: Michel Barnier fait l'inverse de ce qu'il fallait faire. Maintenant, il te faut un manœuvrier politique. Oui, il lui faut un stratège qui correspond au... plutôt qu'un fin négociateur. Ouais. Eh bien, je ne sais pas. Vous pensez à qui, Milienne? Moi, vous avez dit tout à l'heure, peut-être que quelqu'un qui était déjà en politique. Il y a le nom de François Bayrou en tant que porte-parole du Modem, si je vous dis que je veux que François Bayrou soit Premier ministre, vous n'allez pas vous étonner quand même. Son nom circule, voilà. Sérieusement. Bon, je constate simplement que lors de ce brouhaha budgétaire qu'on a connu depuis 2 mois, il y a 2 formations politiques qui ont été absolument responsables, totalement responsables, qui ont bossé plus dans l'intérêt des Français que pour leur petite chapelle, c'est Horizon et le Modem. Oui, je suis même méchant avec mes petits camarades macronistes.
Je suis même méchant avec mes petits camarades macronistes. C'est les seuls qui ont travaillé en responsabilité dans l'intérêt général. Ça ne fait pas une majorité. Ça ne fait absolument pas une majorité, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on me cite un homme ou une femme politique qui soit capable de parler vraiment, sincèrement, avec respect, et tout en étant respecté, aussi bien à Marine Le Pen qu'à Jean-Luc Mélenchon. Oh, mais ça, c'est de la politique de boutique. Mais c'est pas de la politique de boutique. Si, vous êtes extraordinaire. Les députés de vos groupes ont fait en sorte que ces budgets passent. Mademoiselle, vous êtes extraordinaire parce que votre vision de la démocratie, c'est ce qu'on porte nous, c'est la vérité absolue et nous sommes légitimes. Mais il ne faut pas discuter avec les autres parce que même s'ils ont été élus, ils ne sont pas légitimes. C'est juste insupportable. C'est le déni total de démocratie. Et qu'a fait Emmanuel Macron, qu'ont fait les gouvernements d'Emmanuel Macron pendant 7 ans. Aucune proposition, aucun amendement de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire n'ont été repris. Est-ce que vous avez voté le moindre amendement? Est-ce que vous avez voté, vous, de votre part, le moindre amendement un tout petit peu social porté par les macronistes? Aucun. Je vous ai parlé de l'amendement que vous avez proposé sur la taxation des uniquement celui du modem. Ça prouve qu'on peut s'entendre. Et que vous avez abandonné. Alors, pour parler d'amendements, les socialistes ont fait passer des amendements qui ont été complètement écartés lors de la commission mixte paritaire. Donc, oui, mais bien aller sûr. Les chercher, leur dire ne votez pas la motion de censure. On ne peut pas, en responsabilité, ça je le dis franchement, en responsabilité, on ne peut pas accepter in extenso. Je dis bien in extenso le programme du NFP tel qu'il a été conçu, de la même manière qu'on ne peut pas accepter in extenso le programme du Rassemblement national. C'était des amendements socialistes. Ça ne tient pas. Ouais. Ça ne tient pas. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route de manière réaliste budgétaire. Mettons-nous autour de la table, trouvons des solutions. Vous avez des solutions à apporter au niveau social. Nous avons des solutions à apporter au niveau économique, même si vous ne voulez pas les entendre. Eh ben, il faudra se mettre d'accord. Et je pense donc qu'effectivement, François Bayrou est le mieux placé pour faire ça. Ce que dit le sujet de Jeff Wittenberg, c'est qu'Emmanuel Macron a déjà enterré Michel Barnier et qu'il a déjà peut-être le nom de son futur Premier ministre en tête. On continuera d'en discuter demain. Merci à nos invités d'être venus en plateau tardivement ce soir. Merci.